Avant de visionner la vidéo, je voudrais faire une petite précision. Dans les explications, je me suis un peu emmêlé les pinceaux en disant que le sens de conduction normal, c'est de dendrite à corps cellulaire. Bon, là, c'est un lapsus. Hein. Quand vous entendez ça, il faut comprendre que je voulais dire que le sens normal qu'on veut nous faire comprendre dans l'exo, c'est le sens arborisation terminale corps cellulaire. Hein? Donc, à chaque fois quand vous entendrez dendrite corps cellulaire, je voulais dire arborisation terminale corps cellulaire. Hein? Parce que c'est au niveau de l'arborisation terminale où il y a les vésicules synaptiques, au niveau des boutons synaptiques. Donc, la transmission d'un message nerveux, c'est dans le sens arborisation terminale, corps cellulaire, et ainsi de suite. Maintenant, le sens impossible, qui est le sens interdit à tout message nerveux, c'est le sens corps cellulaire, arborisation terminale. Voilà. Donc, il arrivera dans la vidéo que je m'emmêle un peu les pinceaux. C'est normal, hein? Quelquefois, sous le feu de l'action, en contrôlant la vidéo et en faisant donc des explications, il peut arriver qu'on commette des bourdes. Maintenant, à chaque fois, il y a une note que vous allez voir en rouge sur la vidéo qui va préciser donc ce que je voulais dire. Voilà, il faut que je voudrais attirer votre attention sur ça. Donc, à chaque fois, lisez la note qui précise mes pensées. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire avant que vous ne visionnez la vidéo. Je vous remercie. Voilà, on va corriger donc l'exercice 2 sur le rôle du système nerveux dans le comportement moteur d'un animal qu'on avait mis en ligne. Mais il faut comprendre que cet exercice-là, on peut bien le classer au niveau du tissu nerveux, hein, parce que c'est un exo qui est un peu à cheval entre les deux chapitres, le tissu nerveux et le comportement moteur. Cela va sans dire quand même qu'on ne peut pas dissocier tissu nerveux et comportement moteur. Parce que, voilà, le comportement moteur ne pourrait pas avoir lieu s'il n'y avait pas donc, le tissu nerveux. Donc, c'est des exos quelquefois qu'on peut classer au niveau du tissu nerveux comme au niveau du comportement moteur. Voilà, mais nous on a dit que c'est un exo concernant le rôle du système nerveux dans le comportement moteur d'un animal, mais ça a trait plutôt au tissu nerveux, hein, parce que ça parle de transmission synaptique, etc., de potentiel d'action. Voilà, donc si vous le mettez, vous le classez, cet exo, au niveau du tissu nerveux, c'est bon. Si vous le classez au niveau du rôle du système nerveux également, dans le comportement moteur, c'est bon. Mais si on regarde bien l'exo, ça a plutôt trait au tissu nerveux. Voilà, donc si vous regardez, donc on a dit, on l'avait lu, hein, mais on va relire un peu. Ensuite, on va procéder à la correction. Donc, on nous a dit, on étudie la transmission des messages sensitifs et moteurs relayés par les racines postérieures et antérieures d'un nerf rachidien. On dispose de deux stimulateurs, S1 et S2, et de trois oscilloscopes O1, O2 et O3, branchés comme l'indique le document 1. Branchés comme l'indique le document 1. Alors, le document 1, le voici. On a, voilà, vous avez ici O1. C'est l'oscilloscope 1, oscilloscope 1, donc qui est relié à l'électrode réceptrice R1.
placé en aval donc d'un stimulateur S1. Vous avez un oscilloscope O2 également relié à une électrode réceptrice R2 en aval également d'un stimulateur S2. Et vous avez donc qui est placé, l'oscilloscope ici est placé, l'oscilloscope 2 est l'électrode réceptrice R2 est placée au niveau de la racine ventrale, donc antérieure, et l'oscilloscope 1 est placé au niveau de la racine dorsale, comme vous le voyez là. L'électrode réceptrice R1, je veux dire, est placée au niveau de la racine dorsale. Et vous avez maintenant l'électrode réceptrice R3 qui est de l'autre côté, donc du côté symétrique, hein, on peut dire côté symétrique, hein, au niveau de la racine ventrale du côté symétrique, ça veut dire que de l'autre côté, du côté opposé. L'électrode réceptrice R3 qui est reliée à l'oscilloscope O3. Voilà. Ici, on a, voilà, donc ici, c'est ça, c'est le document 1. Maintenant, on nous dit en 1, d'abord on stimule en S1 puis en S2. Le tableau ci-dessous indique les résultats. Et on nous dit que plus c'est apparition d'un électroneurogramme. Donc électroneurogramme ici c'est juste le potentiel d'action. Hein. Ça veut dire que l'activité électrique du neurone. Hein. L'activité électrique du neurone c'est un potentiel d'action. Le moins, ça indique l'absence d'électroneurogramme, donc de potentiel d'action, d'activité électrique du neurone. Dans ce cas, on note uniquement l'apparition de l'artefact de stimulation. Voici donc le tableau. Le tableau, donc quand on stimule en S1, O1 enregistre un potentiel d'action. Et quand on stimule en S1 également, O2 enregistre un potentiel d'action, O3 enregistre un potentiel d'action. Et la stimulation à S2, avec S2 maintenant, il n'y a que l'oscilloscope 2 qui enregistre. Hein, l'oscilloscope 2, donc qui est placé au niveau de la racine ventrale. De la racine ventrale, donc du nerf rachidien. Alors, on nous demande d'exploiter ces résultats. Bon, quand on dit d'exploiter ces résultats, l'exploitation des résultats, c'est d'abord on analyse le document, bien les documents qu'on nous a fournis. Ensuite, on peut tirer des informations et expliquer les phénomènes observés. C'est ça une exploitation de documents. On exploite, on tire des informations. On analyse d'abord les documents qui sont à notre disposition et ensuite on tire les informations fournies par ces documents et on explique ce qu'on a analysé. C'est ça l'exploitation. Hein. Alors, pour exploiter ces documents, si vous regardez, donc comme on a enregistré, quand on a stimulé ici au niveau de S1, donc comme on a enregistré au niveau de O1, donc O1 est placé au niveau donc de la racine dorsale, juste après S1, après le stimulateur S1, on a enregistré là-bas. Ensuite, on a enregistré en O2 et O3. Vous voyez que O2 est placé au niveau donc de l'oscilloscope, au niveau de la racine ventrale, et O3 est placé de l'autre côté. Hein? O3 est de l'autre côté, au niveau du côté symétrique. Donc, ça montre que l'influx a bien été transmis. L'influx a parcouru tout ce chemin-là et a été transmis du côté a été transmis au motoneurone unilatéral. Le motoneurone, j'entends par motoneurone unilatéral, ça veut dire le motoneurone qui va emprunter la racine ventrale du même côté que le nerf sensitif qui a conduit l'influx nerveux. Hein? Ça veut dire le motoneurone qui a permis l'enregistrement au niveau de O2. Donc ça montre que donc, comme O2 a enregistré, ça montre que l'influx a été transmis
à ce motoneurone-là. Également, l'influx a été conduit jusqu'au niveau du motoneurone qui est du côté symétrique, donc qui est de l'autre côté. Voilà, donc ces enregistrements-là, c'est ce que ça nous apprend. Hein. Ça nous apprend donc, ça nous donne ces informations-là. Hein. Voilà. Donc, et si vous regardez en S2, on n'a pas enregistré. Et quand on a, avant de parler de S2, ce que l'on observe ici, c'est que il y a un seul sens. Il y a un seul sens qu'on a observé, le sens de conduction de l'influx nerveux. Ça veut dire du corps cellulaire, ça veut dire que l'influx nerveux est transmis de dendrite à corps cellulaire. Dendrite corps cellulaire, parce que quand l'influx naît après excitation, ça parcourt donc l'axone et puis c'est transmis par là-bas au niveau des boutons synaptiques au corps cellulaire d'un motoneurone ou bien d'un autre neurone. Hein. De toute façon, c'est ça qu'on a constaté. Donc, toutes ces conductions-là et tous ces messages-là qui circulent, on a vu que c'est dans un seul sens, à savoir le sens dendrite corps cellulaire. Et maintenant, quand vous regardez la stimulation S2 maintenant, ici, il n'y a pas d'enregistrement en O1, il n'y a que O2 qui enregistre. O2 qui est placé au niveau de la racine ventrale du nerf rachidien. Alors, qu'est-ce que ça nous montre ici? Ça nous montre que ici, vous avez, quand S2 est stimulé, quand donc on a une stimulation à S2, l'influx a pris les deux sens. Hein? Le sens centrifuge comme le sens centripète. Hein? Comme le sens centripète. Parce que si vous regardez, donc S2 est bien placé en amont de l'électrode réceptrice R2. Mais R2 a enregistré. Donc ça montre que l'influx a parcouru donc les deux sens. Mais cet influx a été arrêté au niveau des synapses. C'est pourquoi donc ça n'a pas été transmis ni au niveau de la racine dorsale, ni au niveau du côté symétrique. Ça veut dire que là où est placé R3. Hein. Donc ça, ici, il y a une information qu'on donne, ça veut dire que la conduction ici, la transmission du message ne peut pas se faire du sens corps cellulaire dendrite. Il y a donc un sens qui est imposé. Voilà, on va donc regarder la correction pour voir plus clair. Donc ici, le corrigé est là. Donc en 1, on dit avec la stimulation en S1, on note un potentiel d'action. Alors, le potentiel d'action, on note au niveau de O2. Donc R1 a enregistré les influx centripètes issus de S1. Les influx centripètes, ce sont les influx sensitifs. Hein. Ensuite, au niveau de O2, ça veut dire que le potentiel d'action est également enregistré au niveau de O2. Ensuite, on dit donc les influx sensitifs ont bien généré des influx centrifuges relevés par R2 et R3. Donc, si les influx ont parcouru plusieurs neurones, ils ont franchi les synapses dans le seul sens permis possible. Voilà, le seul sens permis possible, c'est ce sens-là. Donc, vous voyez bien ici, c'est le sens. Ici, dendrite, corps cellulaire, ou bien arborisation terminale, corps cellulaire. C'est ça qu'on a constaté. Cependant, avec la stimulation à S2, seul l'oscilloscope O2 enregistre un potentiel d'action. En effet, la racine antérieure ne contenant que des fibres motrices, celles-ci transmettent les potentiels d'action aussi bien dans le sens centrifuge que dans le sens centripète. Le sens de conduction étant indifférent le long d'une fibre. Hein? Mais les potentiels d'action n'ont pas traversé le plan de symétrie. Quand on parle du plan de symétrie, c'est de l'autre côté. Hein? De l'autre côté, là où est placé R3.
qui est relié à l'oscilloscope O3 et non pas affecter les racines postérieures. Hein. Donc c'est pourquoi on n'a pas enregistré au niveau de O1. Les influx de la stimulation en S2 ont donc été arrêtés au niveau des synapses qu'ils ne peuvent franchir dans le sens impossible. Et on va illustrer ça. Le sens impossible, c'est ça. C'est donc cette flèche en rouge là que vous voyez, à savoir le sens corps cellulaire dendrite, c'est impossible. Le seul sens possible, c'est le sens dendrite, arborisation terminale, corps cellulaire. Donc c'est comme ça que les messages peuvent franchir donc une connexion neuronale. On étudie, en deux, on étudie maintenant la réponse au niveau de l'oscilloscope 2. Le document 2 regroupe les résultats. Alors, le document 2, le voici. Alors, on a dit, en A, si la stimulation portée en S1 est légèrement supérieure au seuil d'intensité, on obtient le tracé A. Si en B, si la stimulation portée en S1 est très supérieure au seuil, on obtient le tracé B. Donc, voici le tracé A et le tracé B. Donc, quand on regarde le tracé A, là, on a un seul tracé. Ça montre qu'il y a un seul type de fibre nerveuse qui a été excité là, mais ça ne nous intéresse pas trop parce que qu'est-ce qu'on nous dit là au niveau, on dit d'exploiter ces résultats. Après, on a dit quels renseignements peuvent-ils apporter concernant la structure des circuits médulaires. Donc, ce sont les circuits qui nous intéressent. Ça veut dire que comment sont les connexions neuronales? Est-ce qu'il y a une synapse, deux synapses, etc. C'est ça qui nous intéresse. Maintenant, ici, quand on regarde le tracé A, c'est un seul tracé. Donc, il y a un seul type de fibre nerveuse qui a été touché. Mais si vous regardez, le tracé B est un tracé qui est composite. Ça veut dire qu'il y a plusieurs potentiels d'action. Maintenant, on nous montre ici, et on nous donne une échelle, 1 cm, qui sépare donc deux pics. Ici, donc, chaque pic correspond au temps de franchissement d'une synapse. Alors, maintenant, si vous regardez là, on a ici 1, 2, 3, 4 pics. Hein, on a 4 pics. Alors, on peut dire donc ici, pour répondre à cette question, on peut dire le seul tracé A indique la réponse d'un seul type de fibre excitée avec S1 légèrement supérieur au seuil. Maintenant, pour le tracé 2, on dit plusieurs potentiels d'action sont obtenus au niveau du tracé B. Hein, c'est le tracé B du document 2. Hein, avec une stimulation très supérieure au seuil. On note que ces potentiels d'action du tracé B ont un retard les uns sur les autres. On note un certain retard. Hein, parce que si vous regardez ici, bon, il y a un retard. Ça veut dire que vous voyez, c'est composite. Il y a plusieurs potentiels d'action avec un retard au niveau de chaque pic. Hein. Chaque pic, donc entre deux pics, il y a un retard. Il y a un décalage. Alors, on va dire donc que on va continuer la correction de ça. Le tracé B est en 4 pics. Chaque pic correspond au passage d'un potentiel d'action résultant de l'excitation unique. On peut le scinder ainsi. Alors donc là, si vous regardez, on a scindé donc ces tracés-là, ces pics-là. Le tracé B, on peut, parce qu'on a donné comme échelle une milliseconde, donc séparant deux pics. Donc, vous avez donc, on peut nommer le premier pic le pic A, le deuxième pic on le nomme pic B, le troisième pic on le nomme pic C, le quatrième pic on le nomme pic D. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ici, voilà, on a ces pics, on va continuer. On dit A, B, C et D ont un retard d'une milliseconde les uns sur les autres. C'est le temps de franchissement d'une synapse.
Donc le pic A correspond à l'arrivée d'un flux rapide n'ayant franchi qu'une synapse. Voilà. Ici, si vous regardez, donc ici, comme c'est une milliseconde, ici une milliseconde, là également une milliseconde. Alors, le premier pic A, ça correspond donc au passage donc, de l'influx nerveux qui franchit une seule synapse. Hein. Maintenant, donc on l'a dit, donc le pic A correspond à l'arrivée d'un flux rapide n'ayant franchi qu'une synapse. Les pics B et les pics B, C et D correspondant à des influx ayant traversé 2, 3, 4 synapses. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut dire ici. Maintenant, on peut alors supposer ces relais synaptiques. Ça veut dire que le circuit, on peut l'imaginer comme ça. Parce que on peut l'imaginer, le circuit, comment sont les branchements neuronaux. Donc, on peut l'imaginer comme ça. Vous voyez, le pic, on peut l'imaginer comme ça. Donc, voilà. Comme ça, voilà. Si vous regardez là, ici, après la stimulation S1, on a donc, vous voyez bien ici, le pic A résulte donc d'un influx nerveux qui a traversé une monosynapse. Parce que c'est le premier pic qu'on a enregistré ici, au niveau du tracé B. Alors, ça montre que il y a une seule synapse là au niveau entre le neurone sensitif et le neuromoteur. Bien sûr, il faut comprendre qu'au niveau qu'il y a plusieurs fibres nerveuses au niveau de la racine ventrale. Il y a plusieurs motoneurones là-bas. C'est pourquoi vous avez il y a plusieurs motoneurones avec différentes connexions. Au niveau donc et le pic B, il y a l'influx qui a donné ça, donc a dû traverser deux synapses. Parce que si vous regardez ici, voilà, vous voyez bien que là, pour le pic B, vous avez donc l'influx a franchi. Donc ici, vous avez déjà un potentiel d'action. Ici, le pic A, qui est donc une milliseconde, parce qu'on a dit que chaque pic correspond à une milliseconde, correspond donc au temps de franchissement d'une synapse. Donc vous avez le pic A là, il y a un premier franchissement d'une synapse, et le pic B, donc pour qu'on ait le pic B, il faut donc, comme on a une milliseconde qui sépare le pic A et le pic B, donc il y a deux synapses qui ont été franchies. Alors c'est ça qui ont été franchies. Là également, au niveau du pic C, on a donc une synapse, deux synapses, trois synapses qui ont été franchies. Le pic B, le pic D, une synapse, deux synapses, trois synapses, quatre synapses qui ont été franchies. Voilà, donc c'est ça donc qu'on peut dire concernant le circuit ou bien les circuits donc qu'on peut imaginer au niveau donc de la racine ventrale, où est posé l'oscilloscope 2. Maintenant, ce circuit-là qui est à gauche, là, ce circuit, c'est le circuit de... c'est le circuit, on pouvait ne pas le mettre, hein, c'est la connexion qui est de l'autre côté, hein, du côté symétrique. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les pics A, B, C, D. Et on a vu que, vu les retards, on s'est basé sur les retards entre les pics pour imaginer en réalité comment sont les connexions neuronales. Combien de synapses l'influx a dû traverser pour donner ces pics-là. Avec ces retards-là, ces retards entre les pics, on a pu imaginer ce circuit
ou bien ces circuits neuronaux. Voilà, c'était ça donc l'exercice. Il faut essayer de le refaire. Voilà, je vous remercie.